s'agit chez nous? Alors chez nous, il s'agit de l'emprise du grand contournement ouest ou du COS. Donc vous avez ici en vert l'emprise et vous avez ici en orange les chemins agricoles qui sont ici concernés par ces travaux. Alors pour vous expliquer les choses, je parle de Stutzheim-Offenheim, je laisserai tout à l'heure mes collègues confrères présenter éventuellement une autre problématique. Alors nous sommes sur un banc communal entièrement traversé par le projet du contournement ouest de Strasbourg ou du COS. Il se trouve que les diagnostics sont coupés par tranches. Il y a un certain nombre de tranches et il se trouve que Stutzheim-Offenheim se trouve à mi-chemin entre deux tranches. Il y a celle qui se trouve ici au nord qui a été sous-traitée, si j'ose dire, par Alsace Archéologie. Alsace Archéologie, ce sont les successeurs du père qui avait été mis en place par les deux départements et la région Alsace afin d'avoir en interne à la région un organisme d'archéologie préventive. Et puis, l'autre moitié est concernée par l'INRAP, qui est un service de l'État, et c'est relatif pour simplifier, à la Direction régionale des affaires culturelles, et c'est l'État qui a son propre organisme de diagnostic préventif, et c'est l'INRAP. Donc nous avons sur le banc communal de Stutzheim-Offenheim, la moitié du trajet est concernée au niveau des fouilles, pas des fouilles, du diagnostic préventif par Alsace Archéologie, et l'autre moitié par l'INRAP. Les travaux non plus, enfin ce n'est pas des travaux, ce sont des diagnostics. Nous avons tenu ici une réunion avec ces gens-là et ils nous ont expliqué en quoi cela consiste. Et ils nous ont expliqué gentiment qu'il y avait sur place des archéologues et des écologues. Et que ces archéologues venaient sur place et faisaient un travail propre. Parce qu'ils avaient l'habitude. Ils font des espèces de tranchées d'environ 2 mètres de large et sur environ 50 cm de profond, puis environ 1 mètre de profond, puis encore plus profond, on montait l'expliquer, et ils pouvaient aller jusqu'à 8 mètres de profond parce que ce qui les intéressait le plus, c'était pas tant les vestiges romains ou les vestiges qui sont connus du XXe siècle, du premier millénaire, mais surtout ce qui était antérieur, c'est-à-dire les périodes néolithiques, voire encore avant. Et ça, pour pouvoir obtenir ce genre de renseignements, il fallait aller sur des couches plus profondes, entre 6 et 10 mètres, m'ont-ils expliqué à l'époque. Et ils m'ont expliqué qu'ils faisaient ce travail ensuite proprement, comme quand on recherche des vestiges. Excuse-moi, cette première réunion, c'était quand? Ouf. À peu près. En automne 2016. D'accord. Il y en a eu 2 de ces réunions-là. Et puis, il ne s'est rien passé parce que le préfet et le ministère n'avaient pas donné l'autorisation d'aller sur les terrains, et en particulier nous, à Stutzheim-Offenheim, nous étions concernés par le hamster, mais pas que, mais nous avions également cette problématique. Mi-janvier, nous recevons en mairie un arrêté du préfet et un arrêté signé de Madame le ministre de l'écologie, de l'environnement et du développement durable qui autorise le début des diagnostics archéologiques. Alors généralement, les diagnostics archéologiques se font sur environ 10% de l'espace du chantier. Quand vous faites un travaux en chantier, que vous construisez une usine, il y a à peu près 10% de l'espace qui est fouillé. C'est d'ailleurs la norme dans ce genre de situation. Pourquoi 10%? Mais parce que si vous avez une grande table comme ça,
Voilà, 10%, on creuse ce rectangle-là, et on dit si on n'a rien trouvé ici, c'est que sur 90% du reste de l'espace, il ne se passe rien. Ce qui est probablement pas très vrai, mais enfin bon, il suppose que c'est comme ça. Sur ici, nous avons été surpris que les travaux qui concernent 24 hectares, je vous le rappelle, chez nous ont été, le diagnostic ne s'est porté que sur 5% de l'espace. Ce qui fait que la probabilité de trouver quelque chose quand on cherche quelque chose sur 5% de l'espace, sachant que 95% de l'espace est resté en l'état, eh bien, est relativement faible. Alors vous savez que je suis très intéressé par la culture et que j'avais demandé aux spécialistes s'ils trouvaient quelque chose, est-ce qu'on peut venir, ils m'ont dit c'est très intéressant, on a même la possibilité de faire une conférence et de faire des visites guidées lorsque l'on trouve quelque chose. Et je leur ai dit, voilà, ça m'intéresse énormément. Mi-janvier, nous avons donc eu ce décret. Le lendemain du décret, eh bien, il y a 3 semi-remorques qui sont venues avec 3 immenses pelleteuses. Les voilà. Donc, vous voyez là, voilà. Ça, ce sont des pelleteuses à chenilles qui ont été déposées à Stutzheim. Bonjour. Qui ont été déposées à Stutzheim sur le chantier de Alsace Archéologie. Voilà, donc ça, c'est 3 pelleteuses. On voit d'ailleurs que le chantier il est plus ou moins proprement tenu, puisqu'au premier plan, vous avez un godet qui traîne dans la gadoue. Il se trouve que mi-janvier, c'était le dégel. Ça, personne n'y peut rien, mais c'est un phénomène naturel. Et il se trouve qu'il a plu. Ça, personne n'y peut rien non plus. Mais, quand le sol est gelé, et comme il a fait très froid début janvier, le dégel a mis le sol très meuble, et comme en dessous, le terrain était encore gelé, la pluie n'a pas pu s'infiltrer. Et donc, nous avions une gadoue terrible. À tel point que lorsque le camion livreur de pétrole, de gasoil pour les chenillettes est arrivé la première fois pour faire le plein, à peine est-il monté sur le chemin agricole qu'il s'est embourbé, ce qui était complètement logique. Il faut être un chauffeur de camion pour ne pas savoir qu'on s'embourbe dans la gadoue en cas de dégel. Ils ont téléphoné à un deuxième camion qu'ils ont attaché avec une chaîne au premier camion pour le ressortir de ce chemin. Ils n'ont évidemment jamais réussi à le sortir. Et donc la route a été barrée pendant plusieurs heures. J'étais sur place. Et enfin, avec une chaîne et un espèce de gros chenille, ils ont réussi à le sortir. Ça ne s'invente pas, ça, ce que je vous raconte là. C'est la pure vérité. J'étais donc particulièrement fâché. Lorsque, tout de suite après, sur l'autre moitié du banc, arrive l'INRAP. Livre 3 autres pelleteuses avec 3 semi-remorques. Et ces 3 autres pelleteuses, vous les avez là sur la photo. Voilà. En plein dans la gadoue. Alors je ne vous raconte pas qu'en dessous il y a les hamsters qui dorment. À la limite, on s'en fout des hamsters. Mais nous les humains, nous sommes aussi importants. Et donc, les pauvres petits hamsters qui se trouvent en dessous, et toute la diversité biologique que nous avons dans nos terrains, écrabouillés par les chenillettes de ces engins en plein dégel et sous la pluie. Je ne rêve pas, vous avez ici la photo. Donc ça, c'est sur l'autre moitié. Non seulement mon courroux a été extrêmement important, j'ai demandé d'ailleurs au conducteur qui était là, il me dit, oh, mais écoutez, moi je suis chauffeur, on me dit de faire des creusets. Comment voulez-vous respecter le protocole et comment voulez-vous respecter les procédures qu'on nous a expliquées en long et en large fin 2016, quand en 2017, on ne tient absolument pas compte des conditions météo et des conditions climatiques. Ils ont donc creusé, comme vous le voyez ici, plus ou moins bien, dans la gadoue. Évidemment, aucun archéologue ni écologue n'a pu venir chercher des vestiges, parce que dès qu'ils ont creusé, et je termine, voici de leur côté également, vous avez ici en plein champ
Godet qui traîne, alors qu'il nous avait assuré que les véhicules et les engins allaient systématiquement être ramenés au bon endroit, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez dans les champs les traces que faisaient les pelleteuses. Ensuite, quand on a creusé, eh bien, voilà ce qui se passe. Ça se remplit d'eau, forcément, quand il pleut. Et en dessous, c'est gelé. Je rappelle que normalement, l'eau est perméable, le terrain est perméable, mais comme c'est gelé en dessous. Alors, vous voyez là, recherche de vestiges. Vous voyez, le recherche de vestiges. Alors, je ne rêve pas, hein, c'est la pure vérité. Hein, je fais des photos, ça m'a énervé au plus haut point. Recherche de vestiges. Alors, imaginez qu'il y a une poterie là-dedans, le mec qui vient avec son godet, enfin, voilà. Donc, c'est du foutage, voilà. Et regardez les chemins. Les chemins complètement défoncés par les chenillettes qui ont circulé sur les chemins, alors qu'on nous avait dit on prend pas les champs, on fera très attention, on utilisera les champs, là on a les accords. Regardez les chemins, ce que ça donnait. Voilà, les chemins sont évidemment complètement défoncés. Vous avez ici les champs complètement défoncés dans la boue et avec les tas de terre ici, mais c'est plus de la boue que de la terre. Je ne vous explique pas dans quel état ils ont laissé les choses. Voici un exemple de truc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est resté dans les champs. Voilà, donc c'est là. Je ne sais pas. C'est l'âge du fer. Voilà, donc nous sommes non seulement mécontents de la manière dont c'est fait, mais mécontents du non-respect de la parole, enfin voilà. Donc ça augure mal, les promesses à venir, et je sais bien que dans le GCO on est dans le mensonge depuis le début, mais là, non seulement on est dans le mensonge, mais on est forcément dans quelque chose qui n'est pas respectueux du tout, ni des engagements pris, ni des travaux tels qu'ils auraient dû être faits. Voilà un chemin. Après, en plus, j'imagine qu'ils ne peuvent pas aller aussi profond que nécessaire. Si, les pelleteux sont suffisamment forts, mais ils ne sont pas allés profondément. Mais techniquement, ils peuvent. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, j'ai terminé mon propos introductif et je suis évidemment prêt à répondre à toutes vos questions. Je ne voulais pas être très long parce que voilà, il suffit simplement de faire ce propos introductif sur ce qui s'est passé à Stutzheim-Offenheim en janvier 2017, à peu près à partir du 25 janvier 2017. Les travaux, les diagnostics archéologiques sont encore en cours. Alors ce ne sont que des diagnostics. Si on trouve quelque chose, il y aura ultérieurement des fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques sont un autre marché. Parce que là, on n'est que dans le marché du diagnostic. Une fois que le diagnostic est terminé, et si on a trouvé quelque chose, alors d'autres entreprises viennent fouiller. Combien de temps, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Et ensuite, les fouilles consistent à ce moment-là à sortir des objets, parce que le diagnostic, ce n'est pas les fouilles, hein, il faut bien faire attention aux mots utilisés. Nous sommes dans la phase diagnostic archéologique. Et ce diagnostic doit ensuite dire il y a quelque chose ou il n'y a rien, c'est fini, et il y a quelque chose, il y a ensuite des fouilles qui sont enclenchées. Je termine mon propos en disant que les agriculteurs sont très mécontents, parce que, évidemment, vous comprenez bien qu'eux, ensuite, ils vont labourer. Ils labourent le plus précautionneusement possible de nos jours, et mon collègue agriculteur vous pourra le dire mieux que moi. Toujours est-il que lorsque ces engins, dans la période de dégel, ont enfoncé la terre, elle est dure sur une certaine épaisseur, et donc après, le rendement et la vie, comment on dit ça, microbienne et tout ce qui enrichit et fertilise le sol ne peut pas correctement fonctionner. Et là aussi, nous sommes extrêmement déçus du non-respect ni du monde agricole, ni de l'environnement, ni de la parole donnée aux élus. Je laisse la parole.